Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va super bien. Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, ça va être une émission un peu spéciale parce que normalement, on a un invité, on parle avec un invité, puis on fait quelque chose. Mais aujourd'hui, à la place d'inviter quelqu'un, c'est nous autres qui se déplacent. Puis on s'en va aux États-Unis pour manger de la poutine dans le New Hampshire Poutine Festival. On s'est dit que nous autres, on trouvait le concept d'avoir un festival de poutine aux États-Unis super intéressant. On était probablement pas les seuls. Le nombre de places pour ce genre d'événement-là est quand même très limité. Fait qu'on s'est dit qu'on pourrait faire partager ça au plus de gens possible. Donc, en espérant que tout le monde va aimer ça. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Ben, je pense que c'est une bonne idée. Puis comme tu dis, d'habitude, on a un invité. Là, on n'a pas d'invité. Fait qu'on va vous raconter, c'est un peu un reportage qu'on vous fait. On va vous raconter là, notre itinéraire là, des journées avant et après là, et le Poutine Fest. Pour savoir que moi, j'ai déménagé, bon, certains savent que j'ai déménagé récemment dans le bas du fleuve, dans le bout de Trois-Pistoles. Pour les gens qui Euh, connaissent pas la géographie du Québec, Eric, où est-ce que c'est le bas du fleuve? C'est quoi qui est en bas du fleuve? C'est pas, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est? Ben, le bas du fleuve, c'est sur la rive sud du Saint-Laurent, nord-est là, de Québec, de Lévis. En direction de la Donc, Gaspésie. entre la Beauce, région de Québec, et la Gaspésie, c'est la région du bas du fleuve. Donc, c'est pour moi un trajet d'environ 2 heures et demie me rendre à Québec, puis un autre 2 heures et demie, 3 heures là, me rendre à la Chine, où est-ce que je suis allé profiter pour aller voir ma mère, qui m'a remis au moment où est-ce que je suis allé la voir, m'a remis un album photo que mon père avait là dans ses choses de souvenirs. Puis bon, j'ai bon, m'en prendre ça, puis je commence à regarder. Puis, ben écoute, je vois des photos de mes ancêtres. Je vois une photo de mon ancêtre, Elfège Béliveau, de mes ancêtres Elfège Béliveau et Albertine Lambert. Je vous ai déjà... Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, eux autres, là, Fage Béliveau, puis c'est quoi le rapport avec nous autres? Ben, en fait, on en a déjà parlé à quelques reprises là, de ces ancêtres-là, mais sachez que Albertine Lambert, ben j'ai aussi... Albertine Lambert est née à Manchester, au New Hampshire, endroit où est-ce qu'on s'en va visiter. J'ai aussi la carte de prière de mon ancêtre Thomas Lambert, qui est le père d'Albertine Lambert, qui lui est pas né à Manchester, mais visiblement il est allé puisque sa fille et d'autres enfants, là, d'autres frères et sœurs là, de mon ancêtre, ils sont nés. Lui, il était retourné au Québec après la naissance là, d'Albertine. Mais il va éventuellement retourner aux États-Unis et y décéder. Puis on peut voir là sur sa carte de prière que l'endroit de son décès, c'est Manchester, New Hampshire. Ouais, puis c'est comme juste à côté de là où ce que le Poutine Festival a lieu. Tu sais, on passe par Manchester, l'aller-retour, là, c'est là qu'on va passer du temps. Exactement. Fait que donc, vous comprendrez que j'avais un petit attachement là, sentimental à aller visiter cet endroit-là, malgré qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Là. Mais bon, ceci étant dit, par la suite, j'ai été bon, j'étais allé en profiter aussi, aller voir des amis dans mon ancienne région de Vaudreuil-Soulanges. J'étais allé à Pincourt, où est-ce que Yann est venu me rencontrer le lendemain midi pour qu'on parte vers Manchester, New Hampshire. Oui, parce que là, de là, on part, pour ceux qui connaissent pas trop, Pinco, c'est sur l'île Perrot, qui est juste à côté de Montréal, là. On part vers le sud, vers la frontière, puis on s'en va vers le New Hampshire. Ouais, exactement. Puis bon, s'il y en a qui ont jamais passé par les Adirondacks, là, on a c'est que c'est un paysage là, magnifique, les Appalaches. Là, puis en plus, c'était au mois d'octobre, hein, c'était dans le temps des couleurs. On était bon, le chemin qu'on a pris, on n'avait pas à passer par la colle, on a passé là, par Rouse's Point, là, puis heureusement, parce que bon, j'en conclus que la fin de semaine des couleurs, la longue fin de semaine, qui, je savais pas, c'était aussi une longue fin de semaine aux États-Unis. C'est le Columbus Day, là, si ma mémoire est bonne, là, le Ouais, lundi.
Oui, Donc, nous, c'est eux autres, l'Action de grâce. ils célèbrent Christophe Colomb. Nous autres, on célèbre l'Action de grâce, qui eux autres vont C'est- célébrer plus tard, parce que c'est saison de en novembre, ouais, c'est ça. Fait que bon, pour eux autres aussi, c'est une longue fin de semaine, là. Fait que donc, il y a du trafic un peu d'un bord puis de l'autre, là, durant cette fin de semaine-là. Mais on n'a pas été très affecté, en fait, pas du tout par le trafic ou une attente, là, Ouais. aux douanes. Google a décidé de nous faire passer par Rouse's Point au lieu de nous faire passer par la colle, là. Fait intéressant, pendant qu'on se déplaçait, tu sais, on parlait un peu de mes ancêtres, de tes ancêtres, puis je disais que, tu sais, la mère de mon grand-père maternel venait de Saint-Valentin. Je me disais, c'était où Saint-Valentin? Puis c'est juste à côté de la colle. Ouais. Fait qu'on a passé aussi à côté d'un endroit, là, qui est proche de tes ancêtres. Donc, en fait, on n'a pas, probablement à cause d'une longue fin de semaine aussi, tout était réservé à Manchester. Donc, il a fallu traverser Manchester, passer une demi-heure pour se ramasser à Hunsford, où est-ce que, bon, on a logé là, à l'hôtel. Puis là, bon, mais tant qu'à arriver là, il était quand même rendu Ouais, il 7-8 faisait heures noir. là, Ouais. le soir là, quand on est arrivé. Fait que moi, je dis à Yann, on va aller prendre une petite bière. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller Ben chercher oui. un petit six-pack. Fait que, Quelque chose bon, de local, là. Qu'est-ce que c'est plus local dans la région de Boston que de la Samuel Adams? oui, effectivement, c'est ça, parce que bon, moi j'aime bien encourager local, puis goûter aussi aux saveurs de bière locale. Fait que bon, on est dans la région de Boston, là, on n'est pas très loin. Puis la Samuel Adams, ben c'est la bière de la place. Moi, ce qui m'a frappé un peu, pourquoi je parle de ça, c'est que il y en a qui trouvent que les choses sont chères au Québec. Sachez qu'un six-pack de Samuel Adams, qui est une bière locale, hein, qui n'est pas Ouais. importée, il n'y a pas de gros frais de transport, ben ça a coûté 12 piastres US. US. C'est Donc, quoi? Quasiment on s'approche quasiment 19, 16, ouais. 18, 19 dollars, là, Pour 6 Canada. bières. Ouais, qui détwist pas, en plus, hein? Ouais, en plus, parce que c'est ça, on n'avait pas de décapsuleur. Merci Yann d'avoir réglé ce problème-là. Donc, le lendemain matin, hein, on se prépare, comme on dit, on n'était pas à Manchester, on s'en va vers Merrimack, hein. Encore une fois, c'est une petite ville là, de banlieue Ouais, de Manchester. c'est là qu'il y a la brasserie Budweiser. Eux Ouais, autres, qui ont un espèce de parc à côté de la brasserie Budweiser, puis c'est là que l'événement a lieu. On s'est fait demander d'être là pour maximum 10 heures. pour environ 10 heures, c'est ça. Puis bon, avant d'arriver sur les lieux, il faut qu'on parle, on vous rappelle là, qu'on est à la longue fin de semaine d'octobre à ce moment-là, puis on croise à une lumière, on croise que j'ai été quand même étonné, on n'a pas vu beaucoup de pancartes électorales, malgré le fait qu'on était dans le New Hampshire, qui est un État pivot là, dans l'élection présidentielle. Pas vu tant de pancartes que ça là, dans un peu partout là, où est-ce qu'on s'est promené, mais on a vu ces pancartes-là. Puis bon, moi, je me disais que une des raisons, parce que ça faisait quelques fois que Tim nous invitait, puis ça donnait pas. Mais moi, bon, cette fois-là, je me dis, il faut que ça donne, parce que s'il y a une chose que je veux faire, c'est d'aller aux États-Unis avant que Trump rentre comme président. Et visiblement, on a bien fait. Oups. Et oups, comme tu dis. Donc, c'est ça, fait qu'on se rend sur le site, on a un accueil chaleureux par Ouais, Tim. qui nous a gentiment donné une super belle casquette. Là, c'est ceux qui regardent ça de loin pensent que c'est un drapeau du Québec. Là, mais dans le fond, on voit c'est le New Hampshire, c'est la frontière du New Hampshire euh, qu'on a comme image là, avec une fleur de Je te lys très remercie très québécoise. je te remercie de le préciser parce que si on regarde bien, des fois, ça peut ressembler à Trump de côté. Ouais, puis c'est Poutine Fest parce que l'événement s'appelle le New Hampshire Poutine Festival parce qu'ils veulent vraiment comme on l'a dit jeudi, c'est pas la première fois qu'on en parle. On en a parlé avec les invités quand on parlait de ceux qui l'organisent, quand on parlait de la migration canadienne vers les États-Unis pendant la révolution industrielle. Puis, ben, ce qui est important, c'est qu'ils servent de cet événement-là comme façon de promouvoir la culture franco-américaine. Puis là, pour ceux qui ont pas encore, c'est pas la première fois qu'on en parle, pour ceux qui ont manqué ça, on dit franco-américaine, même en anglais, c'est franco-american.
c'est les descendants des Canadiens français. Il y en a aussi qui se considèrent franco-américains, c'est des descendants des Acadiens, comme en Louisiane. Mais principalement, tous les Canadiens, les Canadiens qui ont immigré dans ce qui s'est appelé les petits Canada durant la Révolution industrielle. Il y en a comme nos ancêtres, comme tes ancêtres qui sont morts là-bas. Il y en a qui sont revenus, mais il y en a qui sont restés là-bas. Moi, j'ai des arrière-grands-oncles qui ont resté là-bas, puis qui ont eu des enfants là-bas. Puis ces enfants-là ont eu une descendance qui sont de souche canadienne-française aux États-Unis, et c'est ce qu'on appelle des Franco-Américains. Puis c'est comme un festival franco-américain en compétition de poutine. Exactement. Puis bon, la poutine étant le mets du Québec. Hein, le mets le plus reconnu, là, sinon on a le pâté chinois puis le ragoût, là, mais les affaires que le monde connaisse et qu'ils veulent manger à la tourtière. Mais les affaires que le monde veut manger, tu sais, quand le monde font en touriste, là, à part le Smoke Meat de Montréal, ils disent je vais aller manger une poutine. Donc une poutine, puis c'est connu. Puis tu sais, qu'est-ce qui fait une bonne poutine, tu sais, parce que les Canadiens ils disent qu'ils font de la poutine, mais c'est pas pareil, c'est pas une bonne recette, c'est pas une bonne affaire. Puis eux autres, ils veulent faire une bonne poutine, puis ils font une compétition pour faire une bonne poutine, et on s'attend dans une place où ce que les gens, d'une façon naturelle, mangent pas nécessairement de poutine. Tu peux pas aller chez McDo puis dire hey, je vais prendre une poutine, ils en ont pas. Tu peux pas aller chez Valentine ou à Belle-Province, ils en ont pas. Puis là, ben ça piquait notre curiosité et c'est pour ça qu'on est là sur le site. Comme je disais, on s'est fait accueillir là, chaleureusement par Tib. Puis bon, au début, on se présente là, à 10 heures pour la préparation. Tout le monde se prépare. Là. Il y a des kiosques, il y a évidemment là, les restaurants là, qui font de la poutine. Il y en a 12. Tout le monde se prépare. Nous, on en a profité pour faire du réseautage, pour jaser avec des amis comme Tim, comme Jesse. On s'est fait des nouvelles connaissances là, qu'on va vous présenter plus tard là, dans le reportage. On a fait des entrevues avec ces gens-là. Puis c'est ça. Puis l'événement commence là, vers les 11 heures-ish, là, où est-ce qu'on a... on a une file quand même relativement impressionnante là, de gens là, qui vont rentrer. Ils vont rentrer en deux batchs là, de 750 environ. Il y en a une première batch à 11 heures, puis une autre vers les 2 heures, là, parce que bon, il ne voulait pas avoir tout le monde en même temps, là, puis que pas personne rendu à 3 heures de l'après-midi, là, puis bon, bien distancer ça. Fait que ça se passe essentiellement de 11h à 4h de l'après-midi. Le but, c'est de venir manger de la poutine, entendre de la musique, voir des kiosques. Puis le monde aime ça. Le monde était tout super content, là. Puis, tu sais, il y en avait quand même... J'ai quand même vu beaucoup de gens qui comprenaient ou parlaient le français. Oui. Puis, c'est ça. Oui. Là, ça commence à rentrer. À quel moment ça commence à rentrer? Ben, c'est ça, là, vers les 11 heures et quelques, là, on rentre puis on va commencer à manger de la poutine. On a 12 choix. Il y a 12 restaurants qui sont en compétition. Hein. C'est une compétition. Il y a des juges. Il va y avoir un prix du public. Il va y avoir un prix des juges aussi. Puis là, ben, on peut voir là, le monde rentrer. Là, il y a quand même beaucoup de monde là, qui rentre. Fait que là, ben nous, évidemment qu'on est là, hein, on va essayer de la poutine, hein, on va goûter à ça, la poutine du New Hampshire Poutine Fest. Red Dinner Day. La sauce est de la bonne couleur. On m'a dit qu'ils ont tous le même fromage, fait qu'on voit si ça fait squeak. C'est bon. Ça sauce brune. Fromage. Ça fait-tu squeak? Pas tant, mais ça goûte la poutine. C'est déjà bon. C'est excellent. On va voir ça, on a d'autres à essayer. Bon, moi, il y a une affaire qu'il faut savoir, là. Bon, les gens qui me connaissent savent, là, mais je suis pas un mastodonte, puis je pèse 150 livres, puis tout mouillé. Puis je mange en fonction du fait que j'ai 150 livres à nourrir. Fait que 12 poutines dans ton après-midi, c'était pas bon, faut savoir que c'était des échantillons, oui. mais des échantillons, on parle là de, je sais pas là, environ là.
Une petite poutine McDo, un peu plus petit qu'une petite poutine McDo. Ouais, c'est ça. Fait que bon, c'est sûr qu'assurément, moi, je mangerai pas là 12 poutines, là, mais j'en ai quand même goûté. Je pense toi non plus, Yann, t'as pas essayé là, les 12 poutines, là. Ben, je vais t'avouer que j'y allais principalement quand il y avait moins d'attente parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. J'ai pas eu l'occasion de goûter aux 12, mais je pense que j'en ai mangé 7, 8 à peu près, là. Ouais, ok. Ben, au Ben, moi, travers de j'en ai l'après-midi, 4-5, c'est comme éparpillé dans l'après-midi, ça se fait bien. Ouais. Puis tu sais, de temps en temps aussi, on allait de l'autre côté dans le Biergarten pour profiter des installations où ce qu'ils vendaient des breuvages. Puis on parlait avec. Ouais, puis c'est ça, au travers de ça, c'est parce qu'on était occupés, là, on n'était pas là pour manger de la poutine. Ça fait drôle à dire, là. Mais on était là pour le festival de poutine, mais on était là pour vous montrer le festival. Fait que on en a mangé, mais on a aussi parlé à des gens. Ouais, ouais. Puis peut-être nous expliquer là, le principe là, du concours de la poutine ou de l'événement, là, comment ça marchait. Déjà, en partant, t'as un prix. En fait, t'as deux prix. T'as un prix du public, c'est nouveau apparemment, mais t'as le champion, qui appelle vraiment le champion du Poutine Festival, qui a une ceinture, comme dans la WWF, avec le logo du Poutine Fest puis tout, puis on n'est pas allé dans les magasins qui ont gagné, dans les restaurants qui ont gagné pour voir, mais d'après moi, il les affiches, ces affaires-là. C'est pratique parce qu'en même temps, ça fait un rayonnement après ça dans le futur. Mais ils ont vraiment un prix, là. C'est pas juste un petit trophée, c'est une grosse affaire. C'est super beau. Puis ceux qui ont gagné les années passées, ils veulent encore gagner. Puis ceux qui se présentent veulent gagner. Mais de là, ce qu'on a compris, c'est que on a un nombre de places limité, on le disait tantôt, parce que il faut que les restaurants soient capables d'accueillir tous ces gens-là. Demande à un restaurant de faire 1500 poutines dans un... C'est compliqué. Puis, c'est pas des restaurants, c'est pas des food trucks. Là. Il y en avait il y en avait un qui avait un food truck. Les autres, c'est facile. Ouais. Mais la plupart sont pas équipés pour faire ça à l'extérieur. Donc, le Poutine Festival fournit la friteuse qu'ils vont pouvoir utiliser, fournit l'huile pour la dite friteuse, donc l'huile ne va pas nécessairement changer. Ils fournissent le fromage parce que ça, c'est ce qui est important à comprendre. C'est pour ça qu'en Ontario, la poutine goûte pas bon. Ils n'ont pas du bon fromage. Ils essaient des fois de l'importer du Québec, mais quand tu prends du fromage d'une bonne fromagerie ici, puis tu le mets dans un truck réfrigéré, la structure, elle va se briser, puis ton fromage rendu en Ontario, il fait pas ce que tu veux. Fait que nous autres, notre fromage, généralement, c'est pour ça qu'on a des bonnes poutines, on a du bon fromage, on a des bonnes frites. Puis, le fromage, il est fourni par le Poutine Festival. Là, c'est du très bon fromage. Malheureusement, il fait pas squeak. Mais, autre que ça, il est excellent. C'est une badge spéciale, hein, qui est faite pour le Poutine Fest. C'est fait pour le Poutine Fest. C'est pas que eux autres, tu peux pas aller pas de dépanneur. Mais tu peux pas aller au convenience store pour acheter du fromage en crotte, comme qu'on a nous autres au dépanneur. Tu t'arrêtes au provisoire, tu te prends eux autres, ils ont pas ça. Fait qu'eux autres, c'est con, il y a certains restaurants qui en font, mais la plupart de ces restaurants-là font même pas de poutine dans une année normale. Donc là, ils sont là pour faire de la poutine. C'est pour ça que souvent, ça va être des recettes un peu plus gourmet, parce qu'ils font quelque chose de spécial avec ça. Il y avait une recette un peu plus traditionnelle, je pense la première que j'avais mangée, mais les autres, c'est tout, tu sais, il y en avait une que c'était plus une poutine thaï, il y en a qui savaient, il y en avait une, ça, la fille a dit, c'est du Montreal Smoked Meat. J'ai pas dit qu'il est pas comme le Smoked Meat chez nous, mais j'ai aimé l'intention. Mais, c'est ça, l'ensemble est là. Là, ils fournissent aussi les frites. Moi, je trouve ça légèrement dommage parce que qu'est-ce qui fait que ta poutine chez McDo est différente de ta poutine à Belle-Province? C'est, la frite est pas pareille. La sauce est pas la même, mais la frite est aussi pas la même. Ça va avoir quelque chose de spécifique. Ouais. Mais pour des raisons de compétition, pour mettre un peu plus égal, tout le monde a les mêmes frites, la même. C'est ça. Ouais. Fait que, je pense que c'est correct. Puis les poutines, ils goûtaient drastiquement différentes l'une de l'autre de toute façon. Oh, fait que finalement, c'est la sauce. Dans chacun des participants, c'est la sauce à poutine qu'ils font, puis les extras, là, des fois, comme tu disais, le thaï, bon, cadar, confit, peu importe là, qu'est-ce qu'ils rajoutaient là, selon le compétiteur, mais c'était la sauce qui faisait la grosse différence là, dans toutes ces poutines-là. Puis ils font beaucoup de préparation. Hein. Il y en a qui disaient, là, ils préparent l'événement, là, tout ce qu'il y a besoin pour ça, ils ont préparé ça pendant 1-2 semaines. Puis là, tu le vois, tu sais, ils s'affichent, ils mettent le nom de restaurant, tout.
puis ça fiche, puis tu sais, il y en avait un, c'est vraiment le We're here for the title. Ils font pas juste, c'est pas juste genre, on va être là. Ils essaient vraiment de faire quelque chose qui va pouvoir aller remporter des prix. Puis ça fonctionne, les gens ont aimé ça, tu sais, il y a des votes qui sont faits pour le prix du public. Puis ensuite, il y a des juges, eux autres, qui vont aller avec des points puis une grille, puis qui vont donner leurs impressions, puis voir le prix pour le champion. Alors, on vous disait en introduction qu'on n'avait pas un invité. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On a plusieurs invités qu'on a rencontrés. On est allé, on a après avoir dégusté les poutines, on en a profité là pour rencontrer quelques-uns de ces invités. On commence avec Camden Martin. Oui, Camden, tu sais, quand je l'ai croisé le premier coup, je pensais que c'était un Français. Il parle avec un accent genre du sud de la France. Puis là, tu te dis, ben tu sais, c'est pas un Français. Il vient de nous raconter qu'il est né aux États-Unis. Tu sais, dans le fond, c'est un Franco-Américain. Il va nous expliquer, dans le fond, dans l'entrevue, pourquoi est-ce qu'il parle français, puis pourquoi est-ce qu'il parle aussi bien français. Exact. Fait qu'on vous présente Camden Martin. Alors, on est en compagnie de Camden Martin, qui est un Franco-Américain. Camden, ça va bien? Ça va très bien, toi? Super bien, merci. Camden, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'amène là, à cet événement-là ici? Oui. Donc, pour faire histoire courte, moi, je suis un Franco-Américain de Lewis and Auburn, dans le Maine. Puis, depuis, je dirais, une bonne 5-6 ans, je m'implique davantage dans tout ce qui est les causes qui promeuvent la langue française ici en Angleterre. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Tim Beaulieu, qui est responsable pour Poutine Fest ici dans le New Hampshire. Et cette année, j'ai pu collaborer avec lui pour instaurer le Poutine Fest dans le Maine, à Portland. Et puis ça fait ici c'est ma 3e fois, parce que les années précédentes, on a fait quelque chose aussi, c'est le sommet des jeunes Franco-Américains, où on invite des gens qui font c'est comme une espèce de petit colloque pour des jeunes Franco-Américains de 18 ans à 35 ans. Et chaque année, quand on faisait ça ici dans le New Hampshire, on venait ici après pour manger. Donc on avait des jeunes Franco-Américains de partout. Puis moi j'avais donné une présentation sur l'histoire des écoles paroissiales avec l'éducation bilingue et tout ça autrefois. Puis à chaque fois on venait ici, c'est comme ça que j'ai rencontré Tim. Puis depuis on est devenus des amis. Puis moi je voulais vraiment prêter main forte parce que je trouve que c'est très rassembleur manger la poutine. Puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de promouvoir la culture canadienne-française ici en Nouvelle-Angleterre. Ouais. OK. Mais toi, t'es né anglophone. Oui, tout à fait, ouais. On peut constater que t'as un excellent français. Tu pourrais nous expliquer de ton parcours qui t'a amené à parler ce français. Ouais. Donc, moi, je suis un Martin. Quand j'étais jeune, on parlait juste anglais dans la famille, en famille. Puis, moi, quand j'étais petit, j'avais ma mère, des pères, on mangeait des crêpes, on mangeait des plats, enfin des choses comme ça où je savais que j'étais de descendance canadienne-française. J'étais plus ou moins au courant, mais c'était jamais quelque chose qu'on m'avait inculqué comme culture quand j'étais petit ou quand j'étais jeune. Et puis, à l'âge de, disons, 13-14 ans, c'est là où on doit choisir dans les écoles aux États-Unis si on va faire l'espagnol ou le français. Généralement, après, dans d'autres grandes villes, il y a d'autres choix, mais ici, il y a que ces 2 choix-là. Puis bon, sur le tas comme ça, j'avais choisi de prendre le français pour des raisons un peu ancestrales, aussi pour des raisons pragmatiques, parce que ma sœur avait déjà fait ce cours-là, donc je me suis dit, bon, si jamais j'ai des questions, je vais lui demander des réponses. Puis c'est vraiment, je dirais, à l'âge de 14-15 ans, lorsqu'on se cherche un peu, chacun passe par cette espèce de quête identitaire, qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici sur la planète, Puis je me suis dit, tiens, là, j'apprends le français, là, j'ai quelques connaissances, quelques notions de base sur l'histoire de la Nouvelle-France, donc je me suis dit, tiens, cette histoire de la Nouvelle-France, en fait, c'est la mienne, théoriquement, parce que mes ancêtres étaient déjà, ils étaient vraiment au Québec à cette époque-là, dans la vallée du Saint-Laurent. Et tous mes ancêtres, c'est que mes arrière-grands-parents qui sont venus ici, mais tous les autres, c'est au Québec, Nouveau-Brunswick. Puis je me suis dit, si je vais savoir qui suis-je, il faut que j'apprenne cette langue de mes ancêtres, parce que sinon, je peux pas comprendre à 100% la culture, ce que ça veut dire être franco-américain sans parler. C'est ce que j'ai eu comme constat ou ce que j'ai eu comme réflexion à cet âge-là. Et c'est ça qui m'a amené à faire un tour. J'ai gagné une bourse pour partir en France pendant 2 mois. J'avais l'âge de 15-16 ans. J'avais fait une compétition de partout aux États-Unis. On devait soumettre quelque chose comme
on devait écrire en anglais et en français. Pourquoi nous, en tant que candidats, on devrait être choisis pour partir apprendre la langue française. Moi, j'ai expliqué un peu mon parcours. Tous les gestes que je faisais pour apprendre le français, moi, j'apprenais pas juste à l'école, là. Je parlais avec ma grand-mère, je commençais à baragouiner en français avec elle, poser des questions, puis là, je mettais mon téléphone en français, ou je mettais la radio alors que je comprenais pas grand-chose, je mettais la télévision, je faisais tout ce que je pouvais pour avoir un environnement francophone aux États-Unis, tu sais. Puis c'est ça, je suis parti en France pendant 2 mois, finalement, c'est devenu 2 ans dans le sud de la France. Et puis après, de là l'accent. Voilà, c'est ça, exact. Puis après, c'est devenu mêlé un peu parce que après ça, j'ai fait mes études supérieures à Saint-Félicien, au cégep de Saint-Félicien. Donc, c'est drôle parce que, je veux dire, moi, je suis mes grands-parents, ils parlaient canadien, et puis même mon père. Mais après, bon, moi, j'étais sur les bancs d'école en France aussi, donc c'est mélangé. Dépendamment avec qui je parle, je m'adapte, en fait. Je fais pas exprès, c'est juste, j'ai vraiment l'ouïe sensible, là. C'est ça. Okay. Puis après, j'étais revenu aux États-Unis, puis moi, j'avais cette sorte de continuer à parler français parce que, foncièrement, j'étais devenu un francophone, j'ai envie de te dire. C'était devenu ma façon de voir les choses. Jusqu'à aujourd'hui, tous mes livres, tout ce que je fais, c'est en français le plus que possible. Et je cherchais à tenir la flamme allumée ici, de retour aux États-Unis. C'est là où je suis tombé sur des associations qui conservent la langue française, que ce soit l'Alliance française du Maine, même pour le côté historique, on a la collection franco-américaine de l'Université de Southern Maine. Et puis, je me suis impliqué davantage avec tous ces différents conseils d'administration. Et de fil en aiguille, je commence à être relié avec tout le monde, là. OK. Et est-ce que tu sens que ton travail porte fruit jusqu'à présent? Je pense que oui. Ben, la preuve, vous êtes ici, chez nous. Bon, je suis pas vraiment responsable pour ça. C'est sûr que c'est plus le travail de Tim et toute son équipe. Mais c'est ça la preuve, comme quoi, avec Internet aujourd'hui, c'est plus facile de tenir des relations avec des personnes éloignées. On peut rester en contact. Et, donc moi, je suis toujours en contact avec des gens qui viennent du Québec. Puis ça m'arrive souvent que quelqu'un qui va faire un tour dans le Maine, puis on va filer mon nom pour dire, ah, celui-là, il connaît très bien l'histoire des Franco-Américains. Puis les gens, ils viennent me voir à Los Angeles, puis je leur fais une visite guidée de toute l'histoire franco-américaine de chez nous. Je leur montre les cimetières, les églises, je leur montre l'hôpital Sainte-Marie, c'est toujours écrit Hôpital Général Sainte-Marie en français, avec même les accents aigus, tout ça. Ah ouais? Ouais. Et l'accent circonflexe, et donc ça porte fruit aujourd'hui parce que je dirais que c'est pas juste moi, mais je veux dire, je trouvais qu'il y a comme une nouvelle vague d'engouement pour le français. C'est vraiment plus mal vu, là. C'est quelque chose de bien. C'est un avantage de parler plusieurs langues. Et puis, je trouve que il y a comme un vent qui souffle sur l'Amérique du Nord, comme quoi c'est important de parler, encore une fois, de parler plusieurs langues, surtout comme aux États-Unis, c'est pas toujours le cas. Et puis, c'est ça, chez nous, on a beaucoup d'immigrants francophones qui viennent d'Afrique subsaharienne aussi. Donc, c'est comme une deuxième chance pour essayer de garder la langue française chez nous. C'est des gens qui arrivent, qui en fait, c'est assez drôle. Nous, dans souvent, les gardes-malades, les infirmiers, les infirmières dans nos hôpitaux sont des gens issus de cette immigration récente, qui parlent français. Et nos aînés qui se trouvent dans les hôpitaux, ce sont des francophones de leur naissance, mais canadiens. Donc, eux, ils sont tout contents de trouver des gens qui parlent français, pour les derniers souffles de leur vie. Là. Donc, c'est quand même... Donc, il y a des gens ici qui peuvent se faire servir en français à l'hôpital. Ça arrive, oui. C'est pas une service garantie. C'est comme une plus. Mais ça arrive. Ça arrive, très souvent même. Okay. Je dirais, moi, j'ai des amis congolais, ils disent, ah oui, moi, je connais monsieur madame Caron, il me parle en français, etc. C'est comme ça, ouais. Intéressant. C'est un bel échange, ouais. C'est bon. Je trouve ça le fun, faut que je fasse servir en français aux États-Unis, mais pas à Montréal. C'est un commentaire. Là-dessus, est-ce que tu aurais un message pour nous au Québec? Mon message, ça serait quoi? Ça serait, je pense souvent à ça, c'est pas... Mon message, ça serait vraiment il faut qu'on tisse des liens. Moi, je dis toujours, la plupart des Canadiens français qui sont venus par ici, ils sont devenus des tisserands dans les usines de textiles. Comme ce qu'on connaît la série de M. Fournier, les tisserands du pouvoir et tout ça. Moi, je dis, en descend des tisserands, ça serait intéressant qu'on tisse de nouveaux liens avec nos cousins. Que ce soit au Québec, ici, je trouve que ce serait intéressant que les gens de la Nouvelle-Angleterre aillent faire un tour au Québec, les recevoir en français, puis de faire la même chose ici. De faire ce genre de brassage, de faire des échanges scolaires entre les écoles au Québec, ici, dans le Maine, New Hampshire, Massachusetts, ou autre, et que tout le monde participe
de leur bord pour essayer de faire ressortir, pour faire rayonner encore ce qu'on a en commun, la langue française. Pas toujours nécessairement la langue, mais au moins cette culture. Et peut-être si on commence à mettre plus de valeur vers cette culture qu'on a en commun, ben là, les gens d'ici, de notre côté, en bas de la frontière, peut-être c'est ça qui va les inciter à davantage à apprendre la langue. Parce que là, ça leur crée un besoin. C'est ça, un besoin qu'ils n'avaient pas nécessairement avant. C'est toujours un pont, une langue. Hein? On a des ponts pour aller traverser, il n'y a aucun problème. On a des ponts physiques. Mais je trouve qu'au Québec et la Nouvelle-Angleterre, on a moins de ponts culturels, linguistiques qu'on avait autrefois, bien entendu. Et c'est à nous, de chacun, de son côté, d'essayer de rebâtir ces ponts-là. Et je pense que c'est ça qui pourrait peut-être mieux garantir, mieux maintenir la langue française, je pense. Camden, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir parlé, d'être venu aujourd'hui. Plaisir, puis on va sûrement revenir. Hein? Ouais, parfait. Ouais, ben c'était un invité super intéressant. Moi, je veux juste vous dire, Camden, on le connaissait pas, on l'a rencontré là, sur place lors de l'événement du Poutine Fest. Moi, quand j'ai jasé avec, bon, évidemment, il nous voyait dans l'entourage là, de Jesse, Tim, etc. Puis bon, il se tenait un peu avec eux autres aussi. Puis là, bon, on commence à jaser, il me demandait d'où est-ce que je venais plus précisément au Québec. Bon, j'ai expliqué mon parcours un peu du bas du fleuve, puis bon, qu'avant ça, j'habitais Namur, puis là, ben, il a commencé il connaît la géographie de la place. Moi, j'étais étonné. Ouais, il commence à me parler que Namur, il me dit, ça, c'est un village qui a été fait par des colons belges, du temps du curé la Belge, fait que, OK, ça va sûrement être un de nos invités, il y a plein de sujets intéressants, là, à discuter avec Camden, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Yann? C'est intéressant. Comme je disais tantôt, moi, j'étais surpris par son niveau de langage. On s'entend, il est né, il a développé le langage français par lui-même. Je connais plein de monde, là, au Canada, même à Montréal, qui parle jamais un aussi bon langage, pas français que lui. Puis je trouve ça vraiment triste, parce que, t'ouvrir sur un langage, c'est t'ouvrir sur une culture. C'est ça qu'il disait. Il dit, pour connaître la culture de mes ancêtres, je veux apprendre leur langage. Puis, tu sais, lui, il est venu étudier au Québec pour connaître un peu plus comment ça marche. Il a vu un peu comment c'est. Il s'intéresse à l'histoire du Québec. C'est pas juste question de voir qu'est-ce que ses ancêtres faisaient. Là, il pousse ça. Puis, son projet, il va essentiellement faire des visites guidées d'endroits historiquement intéressants pour les Franco-Américains. Ça, c'est le fun pour les Franco-Américains. C'est le fun aussi pour nous autres. T'as des ancêtres, j'ai des ancêtres pour qui c'est des endroits importants. Puis lui, il présente ça, là, il va le présenter sur YouTube, là, c'est excellent. Moi, j'ai hâte de voir ça. Va falloir qu'on en parle avec lui. Tu disais tantôt, il va sûrement l'avoir comme invité. Là, il va vraiment falloir qu'on discute, qu'on vous présente ça, parce que c'est un super beau projet. C'est un super beau projet pour les Franco-Américains, mais c'est aussi un super beau projet pour les Canadiens, les Québécois. Donc, moi, j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Ouais, ben en fait, Camden nous a pas parlé de ce projet-là en particulier sur YouTube. Toutefois, si vous voulez l'engager pour faire cette tournée-là de lieux en Nouvelle-Angleterre, d'endroits là où est-ce que qui étaient marqués par les Canadiens français, ben vous pouvez engager Camden. Là, on va mettre le lien en commentaire. Mais un de ceux là justement qui nous a parlé de ce futur projet-là qui va être sur YouTube, ben, c'est notre ami Jesse Martineau que vous connaissez déjà, qu'on vous présente cette entrevue à l'instant. Sinon, Jesse, ça va bien? Ça va très bien, merci. Jesse, you were in Quebec lately, eh? I was in Quebec twice in the past past month actually. I've been very, very lucky. I went up first to go to Montreal for there was a show. I was very fortunate to be in the Tele-Quebec documentary. And so there was like a showing for those of us who were involved in that project. So I went up for that. Notre Rêve Américain was the name of the show. That was cool. And then just this past week, I was up presenting at the conference in Quebec City for the American Center for Quebec Studies. So yeah, 2 trips in the past month. Yeah, nice trip. Very, very fun, man. Practice a lot of French? Absolutely, as much as I can get away with. Yeah. I need to get better. I need to go back. I need to spend more time up there. So how do you like the Videotron Center?
that was awesome. So You went to see the game I there? did, yeah. So obviously I'm a Bruins fan, being from New England. I'm in Manchester, New Hampshire. We're about 45 minutes from Boston, so not too bad. And so the Bruins were playing up there. Plus, of course, it's Patrice Bergeron's hometown. So I have a Patrice Bergeron jersey. And they did a big ceremony for him before the game. And I was very far from the only person wearing a Patrice Bergeron jersey. There's a lot of Yeah. Patrice Bergeron jerseys up there. So it's an amazing place. You guys just need a team. That's what needs to happen. That's what needs to happen. It's very strange to have a stadium that doesn't have a team. You need a team. Well, you need to build the stadium before. That's what they saw. That's what they told us. Yeah. Well, And how's your project going right now? yeah, so we do a couple of things. We got actually a number of them now. So we still have the podcast, which Yeah. is doing well, over 100 episodes, over 157,000 listens, which is pretty cool for us. We have got the nonprofit, that's what I'm wearing here now, Harry Ties, for raising money. Especially this one. How's it going? It's cool. Yeah, I'm pretty confident we're going to be able to start sending a student. And I want to start with just one, just so we can make sure we get a little bit more momentum. I don't want to rush it by sending a ton right away. I want to be able to bank, so we have some reserves. But very confident, we're pretty confident we'll be able to start this upcoming year to be able to start sending students up to Quebec for the 6 months to be able to learn. We also, something also brand new that we started, we have a YouTube series that we've already started recording for. French Canadian Voyages. Okay. And it's hosted by Camden Martin. You guys met Camden. Camden's an awesome guy. He takes you to some of the places in the Franco-American. There's some sites that are important to the Franco-American / French Canadian story. And Camden speaks fluent English and French, so he's able to present them in both English and French. And we do just like a YouTube series explaining what the site is and why it's important to our story. So we got that project going on as well. So definitely staying very, very busy. Good. Yeah, nice. I'm curious, what's your thoughts of your first ever Poutine Fest here? It's amazing. I mean, as I told you a few years ago, we've learned about you guys by the Poutine Fest. So we wanted to see that for a few years now, and it's a great event. I mean, how many? 1,500 people there? Yes, something like that. I don't know. I just know it sells out very fast every year. A couple of hours, you say no more tickets? Yes. Because you're kind of limited to the number of people you can attend because Of the vendors. It's for everyone. Yeah. That's it. Yeah, I mean, you can understand because if you're a restaurant, I mean, restaurants generally don't have a ton of extra staff. So every restaurant that participates, they have to have, a staff member 3, 4 here the entire day. You got to pay them. Open. Yeah, exactly. All these places are still open. They got to pay them to be here. So it is a pretty good sacrifice for each one of these restaurants. So you can understand why it would be tough to scale it to make this 2-3 times bigger. But you can tell that the desire is there for people to want to participate because these tickets are not cheap, and people still, like you said, sell out 2 hours for this thing. And months before, right? Months before. Yeah, I think usually they sell them in March. I think this year was delayed until June. But still, I mean, we're here in the middle of October. People are wearing Halloween costumes. So, but yeah, it sells out way, way in advance. It just shows how many people are excited to come to an event and eat poutine. The way this dish has taken over our culture is so cool to see. It's so popular here. I don't know if you got a chance to go see some of the restaurants. A ton of restaurants, they all have it on the menu now, which is very, very fun for us. What's the reception from all the people there are not all French Canadian descendant. I mean, Correct. and how do they like that event? Yeah, it's funny because it's got a little bit different feel here. Because we had one in Maine that we just did, and that one had more of a French Canadian feel to it. It really did. But what Tim Beaulieu did, which I think was really smart, is for a long time, as Franco-Americans, we spent a lot of effort trying to tell people that, it's cool to be a French Canadian descendant, or it's cool to be a Franco-American. We have all these fun events, come join us. But what Tim did is he took something that everybody already thought was cool and puts in. He said, everybody loves poutine. And once you get them in the door, and you'd be like, oh, and by the way, it comes from Quebec. Oh, and by the way, Quebec has all these other things to offer. And for us, it's really, really worked out. Like, obviously, we got my nonprofit
we've sold a bunch of shirts. And a lot of it is people who just come in and are like, wait a minute, my family came from Quebec too. I didn't realize you guys did stuff like this. This is kind of cool. And then that's how we get them reintroduced. And that's how we get more people involved. They may come in the door not knowing or caring at all that what the heritage of the dish is, or that it comes from Quebec. But once they come in here, there's a lot of people. I mean, there's like 2 million of us in the New England that are descendants of those who came down from Quebec. And so they come here and they're like, oh, wait a minute, I had a Meme and a Pepe. We used to do stuff like this. This is fun. And then we get those people back into the fold with us. And that's why events like this are so important for us. Do you know if people come back year after year? Oh, yeah. Big time. Yes. And so what's wild, there's this one group of young women, there's 4 or 5 of them. They come to every single one. They're usually the first in line, which is why I recognize it. They were the first in line even in Maine. And what's crazy for me, one of them actually lives in Los Angeles. Wow. She flies back from Los Angeles for every one of these. And she actually flew back to the one in Maine was last month. So she flew back to go to the one in Maine. And then she flew back here today to go to the one here. And yeah, we've run into, there's a lot of them come and talk to us at our table. We have a table set up for the podcast. And that's how we got a lot of listeners for the podcast, frankly, too. It's from events like this. And yeah, we see them year after year, the same people who come to the event. They put it on their, as soon as they find out when they're going on sale, they put the date on their calendar, literally take time off from work if they have to make sure that they're online at the exact time they need to be in order to get tickets for it. It's awesome. It's very exciting to see. Jesse? Yeah, man. Thank you very much. Thank you for coming. This is way fun. You guys have me here. Oh, thanks for l'invitation. Ouais, ben moi, il y a une affaire que je suis jaloux de Jesse, c'est qu'il a rencontré Biz. Hein? Yann, si tu veux nous traduire cette entrevue-là. Ben oui, entre autres, tu as demandé s'il était venu au Québec récemment. Il est venu, comme tu disais, il a fait une entrevue avec Biz sur l'émission à Télé-Québec. Mais il est aussi allé à Québec pour, je veux te donner le bon nom, là, pour un congrès pour l'American Center for Quebec Studies. Puis, pendant qu'il était là-bas, il en a aussi profité pour aller voir une game de hockey, parce que les Bruins y jouaient à Québec. Pour ceux qui suivent ça et qui sont pas au fait, il n'y a pas d'équipe de hockey à Québec en ce moment. Puis justement, il dit, l'installation est excellente, tout ce que ça prend, c'est une équipe. Puis je suis d'accord, tout ce que ça prend, c'est une équipe. Il faudrait juste ramener une équipe à Québec. Alors, on parlait aussi comment que ça se passe, ces projets. Tu sais, là, il parlait du podcast. Le podcast sur lequel on a déjà été invités, toi et moi. Il disait ça marche bien, là, il y a au-dessus de 150 000 écoutes. Ce qui est super bon pour un podcast qui parle d'histoire et de généalogie, là, en anglais aux États-Unis pour des francophones. C'est vraiment c'est merveilleux. Il parlait aussi des projets à venir, entre autres de Camden qu'on vient de voir en entrevue, pour le projet, parce que là, Camden donne des visites guidées, puis lui, ben, il va, eux autres vont faire un montage, faire une émission YouTube. Parce que là, il y avait un podcast, là, il va y avoir une présentation sur YouTube, l'émission, tout le gars qui va monter ça pour montrer un peu des endroits qu'il y a dans son ancien Géotour, mais montrer de façon correcte sur YouTube, que les gens peuvent voir. L'idée derrière ça, c'est qu'il y a des vidéos sur YouTube de voyages. Il y a des voyages qui sont faits ici, c'est dans leurs environnements. C'est ça qu'il veut montrer. Puis ça va être excellent. Ouais, bien hâte bien hâte de voir ça. Avant de passer aux prochains invités, ce qu'on a fait, on a aussi d'autres gens là, d'autres intervenants qu'on a rencontrés sur place, mais qu'on a malheureusement pas eu le temps là, on n'a pas eu le temps de les passer en entrevue là, où ça donnait pas. C'est une journée assez chargée, là, c'est pas super évident de dire regarde, on se prend un endroit puis on va le faire là. Ouais. Il y a si vous suivez le site du rêve de Gagnon ou vous écoutez le French Legacy podcast, on a rencontré un autre, on pensait peut-être être tout seul du Québec, mais non, il y avait aussi un certain Luc Trépanier de Saint-Hyacinthe. Une autre personne qu'on entend souvent, comme je disais, puis super sympathique. Il était là en tant que bénévole.
C'est pas sa première édition, là, puis Non, comme il a on l'air d'être disait, un abonné, là. c'était une journée chargée. Malheureusement, on n'a pas pu le passer en entrevue, là, il devait quitter un petit peu plus tôt. Mais sinon, on a aussi rencontré une équipe de Radio-Canada qui était là pour faire un reportage, un film éventuellement, ou un documentaire, là. C'était assez rigolo là, comme scène, alors que Yann est en train de dire nous, on s'en vient faire un reportage là, sur. Puis là, il se présente, un tel de journaliste de Radio-Canada. Ah, OK. Et sinon, il y avait aussi il y avait une délégation, la délégation du Québec de Boston, qui était sur place. Ça fait drôle de me faire donner des drapeaux du Québec aux États-Unis. Mais je trouve ça super sympathique. On a une délégation là-bas principalement pour faire des échanges économiques, puis une partie culturelle aussi dans la délégation là-bas. Puis les autres, ben c'est justement c'est un endroit c'est vraiment super bon pour pouvoir montrer. Puis il a dit le monde ils reconnaissent le drapeau là, c'est pas tu sais quand t'arrives dans un autre pays puis que t'as un drapeau d'une province là, parce qu'on s'entend on n'est pas encore un pays là, fait que quand t'arrives là-bas avec un drapeau moi je connais pas les drapeaux des États aux États-Unis, à part le Texas genre là. Puis la Californie. Si on m'en mange, je vais pas les reconnaître. Mais eux autres, ils reconnaissent le drapeau du Québec, puis c'est grâce à des initiatives comme ça. Je trouve ça super, puis c'était vraiment le fun. Ouais, je profite de faire une petite parenthèse. Il y a un documentaire sur Télé-Québec. D'ailleurs, le documentaire de Jesse, Notre rêve américain, si vous l'avez pas écouté, je vous conseille ça fortement. Il y a aussi un documentaire sur le drapeau québécois. Puis dans ce documentaire-là, on dit que sur les 60 drapeaux d'État ou province en Amérique du Nord, selon un consensus là d'un peu partout en Amérique du Nord, notre drapeau québécois a été voté comme étant le 3e plus beau parmi tous ces drapeaux-là. Puis je suis pas sûr, là, je pense que c'est le Texas, là, justement, qui arrivait en premier, ou le Nouveau-Mexique, là. En tout cas, il me semble un État du Sud. Ceci étant dit, il y a une autre personne qu'on a rencontrée. Bon, il y a quelqu'un qui a piqué ma curiosité. Il y avait 4 policiers, là, de la place, sur place. Puis il y avait un des policiers qui était son nom sur son écusson de nom, il y avait c'était l'officier Gagnon. C'était vraiment drôle. Fait on commence à y parler, t'as pris une photo avec, puis là je disais avec ton nom, tu sais c'est le fun, c'est une chose avec des francophones, tu sais quand tu t'appelles Gagnon, puis là son collègue de dire "Oh, that's why you're supposed to say it. You've said it wrong all these years." Ouais, parce que c'est ça, comment est-ce qu'il disait son nom, son patronyme? Gagnon, c'est ça. Ouais. Fait que Gagnon, c'est Gagnon. Ben ça d'ailleurs, Tim nous l'avait déjà dit, c'est le rêve de son site, c'est le rêve de Gagnon, puis il dit il y a beaucoup de gens qui disent Gagnon. Fait que bon, c'est ça, c'est un petit moment un peu rigolo. Sinon, il est conscient qu'il le prononce pas comme il faut. Il était pas frustré ou offusqué du concept qu'on dise Gagnon, tu sais. Moi, j'avais même pas pensé qu'il le prononçait pas comme ça. Donc, par la suite, après avoir rencontré tous ces gens-là, on s'est fait amis avec un nouvel intervenant là, potentiel là, à notre chaîne, John Tousignan, qui est... John Tousignan, lui, il est avec le Franco-American Center de Manchester. Dans le fond, ils ont un centre là-bas pour la promotion franco-américaine, où est-ce que les gens peuvent aller prendre des cours de français pour de la francisation, puisqu'ils vont faire beaucoup de promotion culturelle du fait franco-américain. Donc, c'est des gens, généralement, qui vont avoir beaucoup d'intérêt sur ce qui est franco-américain, mais aussi canadien, français, québécois. Puis moi j'étais quand même la première fois que je l'ai vu, tu sais, il parlait avec d'autres gens en anglais. Puis là on commence à lui parler, il s'est rendu compte qu'on était québécois, puis il a juste commencé à nous parler en français avec un très bon français, un français anglophone, mais un excellent français très bien structuré. Comme je disais tantôt, meilleur que beaucoup de gens que je connais à Montréal. Là, on vous le présente à l'instant. On est en compagnie de John Tousignan. John, ça va bien? Ah oui, excellent. Bel événement? Incroyable. Le 9e année et chaque année devient de plus en plus impressionnant. Super. Tu pourrais nous expliquer ce qui t'amène à participer à cet événement-là aujourd'hui?
Bon, ben, le Centre franco-américain organise New Hampshire Poutine Fest depuis 2 ans, depuis 9 ans, et c'est une célébration de la culture québécoise surtout et de nos racines franco-américaines. Ça nous donne une occasion de célébrer le Poutine, mais aussi de célébrer cette belle culture qui a créé cette opportunité. Puis toi, tu disais, t'es membre du Centre franco-américain de New Hampshire, c'est ça? Oui, en fait, je suis membre et je suis directeur exécutif. Directeur exécutif. Qu'est-ce qui t'a amené à ce poste-là? C'était une vraie passion pour mes racines. Okay. Le Centre franco-américain organise des différentes activités sociales, culturelles, éducatives pour promouvoir la culture, en fait, la culture francophone du monde. On pense toujours au Québec, on pense à France, bien sûr, mais il y a plus de 80 pays du monde qui parlent français et ça nous donne une occasion de célébrer ces diverses cultures. Parlant de français, tu as un excellent français. Ça vient de où? En fait, ça vient de mes grands-parents. Mes grands-parents sont descendus du Québec, le côté paternel de Trois-Rivières, le côté maternel de Stansted. Et en fait, mon arrière-grand-mère a traversé la frontière pour avoir son bébé aux États-Unis, pour qu'il soit citoyen américain. Okay. Mais chez moi, la maison était anglophone parce que mes parents parlaient pas français. Mes grands-parents ont dit il faut apprendre anglais aux États-Unis. Alors c'était moi qui ai décidé de ressaisir mon héritage en poursuivant la langue française quand j'ai atteint l'âge de 14 ans. OK. Et c'est quoi qui t'a fait vouloir apprendre la langue de tes ancêtres? C'était vraiment le fait que je savais que j'étais de souche canadienne française. Et il y avait jamais une question de quelle langue je voulais apprendre. C'était le français, 100%. OK, intéressant. Vous faites la culture de la francophonie. Mais ceux qui participent, est-ce que ce sont tous des Franco-Américains ou est-ce qu'il y a d'autres nationalités, d'autres gens qui sont intéressés? Oh non, ils viennent d'un peu partout. Bien sûr, il y a un bon nombre de Franco-Américains ici au New Hampshire. À peu près 20% de la population est de souche canadienne française. Mais il y a beaucoup d'autres pays du monde qui parlent français et qui sont intéressés par un aspect de la culture. Alors, pour nous, on essaie d'offrir quelque chose aux francophones, mais aussi à ceux qui s'intéressent à la culture canadienne, québécoise, française ou autre. OK, puis un bon taux de réception? Oui, absolument. Et il faut dire que pour le moment, il y a 20% de la population du New Hampshire qui vient des racines canadiens-français, mais 2 sur 20%, c'est seulement 10% qui parlent français couramment. Alors pour nous, le défi, c'est de partager la langue sans faisant tous en français. Et ici, à New Hampshire Poutine Fest, on a l'opportunité d'accueillir tout le monde, francophone ou non, mais on insère des petits grains de français comme on insère des grains de fromage dans la poutine. John, je te remercie beaucoup. Ça fait un plaisir de te rencontrer. Merci d'être venu et on espère de vous voir l'année prochaine. On le souhaite aussi. Ben moi, ce que j'ai trouvé intéressant de ce que John disait, c'est que il y a ce qui garde le fait français, hein, parce que bon, il n'y a pas juste des descendants de Canadiens français aux États-Unis, hein, il y a aussi des Français, il y a aussi beaucoup d'immigration là d'Afrique, mais
ce qui rattache au fait français de tout ça, ben c'est les descendants de Canadiens français qui gardent cet attachement-là aux Français. Fait que moi, je trouvais ça intéressant, là, comme qu'est-ce qu'il nous disait par rapport à ça. Moi, ce que tu sais, on a jasé quand même avec lui à plusieurs reprises dans la journée, là, quand il y avait des temps morts, parce qu'il était quand même occupé, tout le monde était occupé. Mais quelque chose qu'il m'a dit, qui m'a marqué, c'est parce que lui, en travaillant avec le Franco-American Center, il disait c'est une rare occasion que j'ai de travailler en français. Tu sais, nous autres, on est habitués maintenant à la langue de travail officiellement au Québec, c'est le français. C'est généralement possible de travailler en français. C'est pas quelque chose qui est naturel partout. Si on sort du Québec, il n'y a pas de loi qui protège le travail pour que tu puisses travailler en français, là. Puis pour un francophone aux États-Unis de travailler en français, c'est excessivement rare. Puis lui, il trouve que c'est quelque chose de formidable puis d'exceptionnel. Puis il est content d'avoir cette opportunité-là. Puis moi, je trouve ça quand même bien, là. Tout à fait, tout à fait. Puis bon, pour poursuivre la journée, ben John, il y avait l'honneur de présenter là le prix au Franco-américain de l'année. On vous présente cet extrait-là à l'instant. Bonsoir! Ah, c'est bon. Hey, welcome everybody. Thank you very much for coming and joining us today for the 9th annual New Hampshire Poutine Fest. But before we move on to the awards, we'd like to recognize one special award each year. The Franco-American Center, representing the Franco-American community, gives out an award to a person who's dedicated themselves to promoting French language, culture, heritage here throughout New Hampshire and beyond. And to give this year's award, we have last year's recipient, Jesse Martineau. Thank you, John. Yes, it is my absolute honor to present the 2024 Franco-American of the Year to Mike Campbell. Mike actually grew up in Laconia, New Hampshire, where you hear stories of his mom and his men. They talked to each other in French, and they didn't want Mike to understand what was being said. Mike is a founder and producer of the French Canadian Legacy podcast, a podcast that now has over 100 episodes and over 157,000 listens. He's also a founder of the French Canadian Legacy blog, which is a blog that asks a number of really important Franco-Americans to answer a crucial question, which is why they choose to tell the French-Canadian story. He's also a creator of the New England Franco-Route Geo Tour, which is essentially a giant scavenger hunt that takes people through all of different places in New England. And once they arrive at the destination, educates them in both English and French as to why that location is important to our story. He's on the board of directors of Heritage, which is a nonprofit organization raising money to send people to study French up in Quebec. And also, most recently, he is a producer of a new YouTube series, Franco-American Voyages, which again is in English and French, takes people to various places that are, again, important to our story to let people know kind of some of the really cool places that are in our community. And Mike, in addition to what he does for the Franco-American community, he also serves his local community as he's on the school board of his town of Hudson, New Hampshire. And despite doing all of this work, Mike does all of it without ever seeking any kind of recognition whatsoever, or ever asking for any kind of credit. And it's cool because recently, and some people have been talking about how there seems to be a lot of energy, almost a renaissance in the Franco-American community, particularly here in New Hampshire. People have written about it recently in books, in fact. Without question, a major reason for that new excitement, that new energy in the Franco-American community is the absolute amazing work being done by this year's Franco-American of the Year, Mike Campbell. All right.
Thank you, John. Thank everyone at the Franco-American Center. I want to thank all the past winners of the Franco-American of the Year. I don't know if you know, but they all vote for this, so I'm honored that they consider me one of them. Like Jesse said, I don't think I really deserve this, but I thank them so much. I want to thank my family. Like Jesse said, growing up, my mom and Meme would, when they get mad at me or my dad, they would talk in French and I wouldn't understand them. For years and years, I thought my aunt's name was Matant Dot. For those of you who speak French, you might understand that one. But when Jesse invited me to work with him on this project, I learned so much that the tortilla pork pie that we had every Christmas and New Year's is actually a long-standing tradition of people. I learned how much of a community there is, and so I would not be standing up here without Jesse, and I cannot thank him enough for inviting me along on this journey. We've had a lot of people come up to us and thank us, and I appreciate them so much. I appreciate my wife, Morella, and my son, Bryce, for putting up with me with all the editing and everything I do. But it's just such an honor to be part of this community and welcome, and think that I deserve this as much as the people before me and others that I know that have worked so hard, Jesse and Tim and Jose, who reached out to me on the phone, which I couldn't really believe, but as it was happening. But I thank all of them so much. And thanks for coming today. I hope everyone had a lot of fun. All right. Eric, tu sais, quand tu y avais goûté à ce poutine-là, tu l'avais calé déjà, là, que tu dis, ils vont être définissants. C'est eux autres qui ont gagné la ceinture encore cette année. Puis, l'autre, ceux avec le prix du public, c'était ma préférée. Fait que je trouve ça quand même bien. Là. Ben, moi, j'avais jasé avec les gagnants, là, un peu avant, comme tout le monde commençait à se préparer. Puis là, bon, ça donne que je jase avec le propriétaire là du restaurant ou celui qui était en charge là, du kiosque, puis bon, il était bien motivé là à gagner encore une fois cette année. Puis moi, comme je disais tantôt, j'ai pas goûté au 12, j'en ai goûté à 4-5, puis heureusement, bon, j'ai goûté à celle qui était le prix du jury. Faut dire que aussi, hein, comme tu disais, il y avait des files d'attente des fois que bon. Puis c'était un addon à un moment donné, en début, là, on servirait de bord, puis il y avait quasiment personne. Les gagnants de l'année passée, on va aller essayer ça tout de suite. Puis bon, c'est ça. Fait que bon, il y a le comme tu disais, toi, ta préférée, c'était le prix du public. Mais si on va avant la présentation des prix, hein, on a eu notre ami Mike Campbell qui a été qui a été nommé le gagnant du Franco-Américain de l'année. Puis bon, je pense qu'on peut peut-être se vanter que ça va être notre 3e entrevue avec un Franco-Américain de l'année. Ouais. Donc, vous devinerez que c'est notre entrevue, notre prochaine entrevue qu'on vous présente à l'instant. Mike, ça va bien? Ça va bien. Mike, qui est le nouveau Franco-Américain de l'année. Mike, you're the new Franco-American of the Year. Yeah. How did you get this award? How did you receive that award? Well, I found out about it. We were at the Professional Women's Hockey League. We had a person on from earlier in the year, and I thought we were just going to a hockey game as friends to celebrate the new league. And I got a phone call from a past winner, Jose Vachon, a musician, very amazing Franco-American musician, and she told me the news that I was named Franco-American of the Year, and I didn't quite believe it. It's voted on by past winners, so Tim and Jesse, who I work with, helped to convince the committee to pick me. And what brought you to have interest in your roots, in French Canadian roots, which are on your mother's side, right? On my mother's side, yes. Bissonnette and Bowley, a lot of vowels, I swear. Campbell is not really French Canadian. I met Jesse about 11 or 12 years ago, and we were fans of professional wrestling. Okay. And we always talked about starting a wrestling podcast. I have an associate's degree in television production, which I kind of went away from, but he knew that I always wanted to get back into editing.
And so he came to me and it was like, well, it's not a wrestling podcast, but I feel like my culture is going away, is slowly fading away, is dying, they say, and I want to prove that that's not true. So he wanted to start a podcast, but he doesn't have any of the tech knowledge. So he brought me on, and he knew that I was Franco-American, French-Canadian on my mom's side, but I didn't, like growing up, we didn't really talk about it much. I didn't know that much about it. But even in the first couple of interviews that we had, I was learning there's so much that other people experience that I experienced, like pork pie, tortillere, was a tradition. We had it every holiday. I just thought my meme had a favorite recipe as a kid. I didn't know it was a tradition. So I got to learn so much because Jesse just happened to know that I liked editing and wanted to learn more about editing podcasts, and I happen to be French Canadian. And you also have some other projects that are going on after that. Yep. We did the New England Franco route. It's a geotour, geocaching. It's basically, if you imagine hide and seek, we hide certain items in towns and we give you a geographical hint of where to find them. It just so happens to be a place of Franco-American history or heritage. That was a project we started. We're hoping to bring that back, but we have a new one launching called Franco-American Voyages with host Camden Martin. It's going to be a YouTube series that'll take you to certain locations that have history. Basically, we're bringing the Geo Tour to a video. If you think of if you think of any like travel blogs or any, like Jesse loved Rick Steves growing up. He would travel to a bunch of different locations, but we're going to travel to Franco-American locations to share the story in a new medium that we don't think has been used before. Mike, thank you very much. Hey, and congrats again for your award there. And continue ton bon travail. Thank you very much. Bon, pour ceux qui connaissent pas Mike, je le considère un peu comme le héros dans l'ombre de tous ces projets-là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Ouais, il est pas de l'avant, c'est pas lui qui parle, c'est pas lui qu'on voit, mais c'est beaucoup de ces projets-là, c'est lui qui fait du montage. Dans l'entrevue, entre autres, il parle du géocache, qu'il fait une organisation dans ça, puis des vidéos qui s'en viennent, qui en font une représentation YouTube des endroits des géocaches, mais c'est lui, il y a une formation là-dedans. Dans l'entrevue, tu sais, on lui a demandé comment c'est arrivé, pour qu'il soit, tu sais, comment il a appris qu'il était prêt à être nommé Franco-Américain de l'année. Puis là, il raconte, tu sais, les autres ont été à une game, là, une couple de la gang, parce qu'ils sont quand même, tu sais, à travailler ensemble, ils se connaissent. Fait que là, il est à la game avec ses amis. Il pense que c'est juste une soirée entre amis. Puis là, il reçoit un appel de José Vachon. José Vachon, c'est une ancienne gagnante du prix du Franco-Américain de l'année. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Franco-Américains de l'année, c'est nommé par les anciens Franco-Américains de l'année. Fait que c'est donc eux autres qui font l'annonce. Fait que là, il l'appelle, puis là, il en croyait pas. Il pensait, tu sais, il pensait que c'était une joke. Mais ensuite, il a continué en disant, justement, comme ça, vu que c'est des Franco-Américains, tu sais, dans son entourage, il y a quand même 2 Franco-Américains de l'année. Il y a Tim puis il y a Jesse, qui ont fait quand même beaucoup de pushing. Puis il racontait que lui, il est francophone du côté de sa mère. Il dit Campbell, c'est pas un francophone, c'est pas comme Beaulieu. Puis il est francophone du côté de sa mère, puis avec Jesse et eux autres, ils voulaient faire un podcast sur la lutte professionnelle, tu sais, la WWE. Puis, un moment donné, Jesse l'a approché en disant, c'est pas de la lutte, là, mais tu sais, les gens disent que la culture francophone est en train de mourir. Moi, je veux prouver que c'est pas vrai. Puis, déjà, dans les premières entrevues, il racontait que ce que les gens disaient dans le podcast, les expériences que les Franco-Américains vivaient, il dit, j'ai vécu les mêmes choses. Puis, il a trouvé ça vraiment stimulant de voir, puis ça l'a vraiment beaucoup plus intéressé aux faits franco-américains. C'est comme ça qu'il s'implique là. Il parlait du géotour, le truc de géocache, là, le New England Franco Route.
puis du Franco-American Voyages avec Camden. Tu sais, ils ont beaucoup de choses qu'ils font eux autres pour promouvoir la culture franco-américaine. Puis lui, ben, c'est la personne derrière ça que les gens voient pas. Même nous autres, quand on avait passé l'entrevue pour l'épisode sur le podcast, on l'a même pas vu. On voyait Jesse, puis là, on savait qu'il nous entendrait. C'est lui qui a fait le montage, mais on l'avait même pas vu. Il est en arrière, il est dans l'ombre, puis il s'en donnait vraiment pas à être nommé franco-américain de l'année. Il était super honoré. Ouais. Puis parlant de la balado French Legacy Podcast, notre prochaine invité, si vous écoutez cette balado-là une fois de temps en temps, ça va être une voix que vous allez reconnaître, c'est Mélodie Desjardins qu'on vous présente. Alors, on est en compagnie de Mélodie Desjardins. Mélodie, ça va bien? Ça va bien, merci. Mélodie, what brings you to the event today? I wanted to come out and support the event and hand out some cards for my blog, Modern Francos. And I was also here with the Franco-American Center in Manchester. So I was amateur photographer for the whole event. Okay. Well, we'll probably use some of your pictures, hopefully. Yeah. Tell us more about your blog. Yeah, so I started Modern Francos in November 2020. That's when I launched it. And I just wanted a way to share my own thoughts about the Franco-American story and experience. So Modern Francos was born out of that. Okay. And what brought you to have this idea of the blog? Right? I just saw so many other people sharing their stories and ideas, and so I just wanted to contribute my own. Okay. And your Desjardins name, it's on your... Tell us about your ancestors. Yeah, so I grabbed the name Desjardins from my meme. That was her maiden name. And growing up, I just always loved French names. And I used to write my name as Melody Duchesne, and that's my mother's maiden name. Okay. And I used to write my name as Melody Desjardins. I always loved French surnames, and going into my ancestry and that lineage of just all these wonderful French names, and I always wanted one for myself. So I thought, well, I'll launch the blog, and why not just do it under a French name? And I thought it would perhaps attract more people and interest them a bit more under a French name rather than my last name that's German. I thought maybe it would get them a little more interested and automatically just correlate Melody Desjardins with Modern Francos with Franco-Americans. And how many followers do you have on your blog? I almost have 200 subscribers to the newsletter, so that is far more. That's probably 100 or so more than I ever expected. Oh, yeah. I really thought, maybe my 20th closest connections and people in the community would be following along with it, but it's turned into something so much more than that. So I never expected that. And it was just truly, and it still is, just a passion project. You also work with Jesse, right? Yeah, on the French Canadian Legacy podcast. And what's your implication in that project? Yeah, so I do the news segment. So I just look up any relevant Franco-American events happening, any news to cover, whether here in Quebec, and I just report on it. I let the people know what's going on. Well, Melody, thank you very much. Thank you, merci. We hope to see you again next year. Yeah, I'll be here, definitely. Donc, je vous invite à aller voir le blog de Mélodie. On va mettre le lien là, en commentaire. Yann, tu pourrais nous traduire et nous commenter là, cette entrevue. Oh, c'est ça. On lui a demandé pourquoi elle était là. Elle était avec le Franco-American Center, mais aussi elle faisait la promotion pour son blog qui s'appelle Modern Francos. Elle sentait, elle a commencé ça en 2020, là, en novembre 2020, puis elle sentait que il y a beaucoup de blogs que le monde parle de leur histoire, puis elle disait, l'histoire des Franco-Américains, tu sais, comme moi, c'est important. Elle utilise le nom de fille de sa grand-mère Desjardins, qu'elle publie là-dessus. Sa grand-mère avait un nom francophone, sa mère avait un nom francophone. Elle, son nom de famille, c'est un nom allemand. Puis elle dit, je me sentais plus attaché. Elle aime beaucoup les
Ça se trouve, ça sonne bien, les noms francophones. Malheureusement, comme on dit, elle parle pas vraiment beaucoup en français. Mais c'est ça, là, elle était présente, puis elle nous racontait comment est-ce qu'elle est venue à s'impliquer. Elle fait le segment des nouvelles pendant l'épisode. Puis c'est ça, la voix qu'on entend dans l'épisode où est-ce qu'on raconte qu'est-ce qui se passe présentement en Nouvelle-Angleterre, au Québec, pour les Franco-Américains, les choses qui s'en viennent, ben c'est elle. C'en est une autre qui est dans l'ombre. Mais ceux qui sont dans l'ombre sont toujours quand même importants, là, même si c'est pas la face qu'on voit tout le temps. Là. Tout à fait, tout à fait. Notre dernier invité, on pouvait pas passer à côté, ben c'est le fondateur et l'organisateur du Poutine Fest, Tim Beaulieu. Alors, on est en compagnie du fondateur et notre ami Tim Beaulieu. Tim, ça va bien? Bien, merci. How did the event go? Went very well, very well. Our 9th year, good time, people really happy, great for the culture, great for Poutine. Yeah, and how many people did attend? About 1,500. 1,500? Yes. I heard that those tickets went on sale for like this, right? Yes, a few hours. A few hours? Yes. Wow, nice. What did you like what was special about this event this year? So the thing I like the most about this event is a lot of new businesses were trying to make poutine. So companies that never made poutine before. So like, I'm like, hey, come try this event out. They saw that it's fun. They learned about the Franco-American culture. Like, we want to try it. So like now poutine is being introduced in new places. So they're trying new spins. Something's different than what we would be used to. But it's cool to see that French-Canadian ancestors here are being mentioned as the folks who make poutine. And I heard that you expanded that event there in the Portland, Maine this year? That's right. We did Portland this September, which is amazing. Portland is a great city for food and beer. So there's a lot of lobster poutine and nice. Duck confit and a lot of great traditional poutines. There's a couple places that made it that tasted very much like Quebec. Oh, yeah? Yeah. Good. And are you planning to expand some other cities? Possibly, yes. We're looking maybe to our south, slightly to our south. We'll see in Massachusetts. We'll see. Okay. That's something I'd like to do in the future. Okay. How was the reaction of the people that you got here? We have a great crowd that comes to Poutine Fest. They're very happy. I call them Poutiniacs. They love it. They're fun. They love the culture. They understand the fleur-de-lis is Poutine, is French Canadians, is Quebecois. So they love it, and they really embrace it. We had people come to Maine and then come here too. So pretty exciting. Nice. Would you have something to say to our Quebec audience? Yes, I would say that your cousins are still here. We are embracing the culture, and we're representing the Quebecois in the U.S. La poutine est Quebecois. So Quebecois are la poutine. So we are making that known. So fleur-de-lis, not the maple leaf. That's what we're all about. Timothy, thank you very much again for the invite. You're welcome. Hopefully we'll see you next year. Yeah. Awesome. Bon, évidemment, ça a été quand même assez bref avec Tim parce qu'il y avait sa journée dans le corps, puis on était... Plein de choses à faire pour fermer. Puis bon, on était en fin de journée, mais bon, moi, je trouvais ça intéressant qu'ils disent qu'il y a de plus en plus là, de restaurants en Nouvelle-Angleterre là, qui offrent des poutines sur leur menu. Même si, en passant, moi, je veux juste faire une petite parenthèse sur le repas de la poutine. Moi, je suis moins un puriste là de la poutine que certains. Là, je me dis s'il y en a qui mettent des ananas sur une pizza, ben c'est pas si grave que ça. Une fois de temps en temps, t'as pas de fromage en plate comme on dit, puis tu remplaces ça par du mozzarella ou du cheddar. Et si tu veux changer ta poutine si tu veux changer ta sauce à poutine avec une sauce aux 3 poivres, regarde, c'est pas le repas traditionnel, mais une pizza avec du poulet dessus, c'est pas non plus traditionnel. Puis c'est pour ça que chacun ses goûts, là, je veux dire. Ouais, je suis d'accord avec toi pour la sauce aux 3 poivres. Tu sais, une pizza avec du poulet, c'est excellent, mais t'as quand même de la pâte puis du fromage. Moi, je pense que ça prend quand même le fromage qui fait squeak.
Sinon, ça s'appelle pas une poutine. Non, c'est mon mais avis. moi, je peux dire, c'est dans t'sais. l'intention que ces restaurants-là vont avoir, parce que bon, c'est sûr qu'ils n'auront pas tous là, les ingrédients là, nécessaires, mais l'intention est bonne, puis bon, je pense que c'est le fait d'en parler aussi qui est intéressant, puis bon, peut-être que les gens qui vont goûter en Nouvelle-Angleterre quand ils vont venir au Québec vont s'assurer de goûter à une poutine pour voir c'est quoi la différence. Mais si vous venez à Montréal, là, ou n'importe où au Québec, là, tu sais, dans le coin de Québec, il y a chez Ashton qui font d'excellentes poutines, mais sinon, la belle province, qui est un bon endroit aussi, province du smoke meat, la poutine au smoke meat est très bonne. Petit conseil. Sinon, si vous allez dans l'ouest, là, à Vaudreuil, chez Georges Leroy du Sous-Marin, vous pouvez avoir une poutizza. C'est un mélange poutine-pizza. Fait essayer, là. Il n'y a pas juste la poutine qui existe, il y a plein de mecs qu'on peut faire en dérivé avec ça. Mais pour en revenir au Poutine Fest, hein, ce que Tim il disait, 1500 billets, on le disait en introduction, là, 1500 billets qui ont été vendus en 2 heures. Ouais, ça veut dire que le monde, ils attendent pour les acheter, puis ça se vend, là, il y a du monde qui arrive, puis qui, oups, c'est déjà vendu. Ça, tu te dis, hey, ça se vend à partir d'aujourd'hui, t'arrives à l'heure du lunch, t'es comme, ah ben. Il n'y en a plus. Ouais. Puis c'est quand même 45 US là, pour rentrer. Là. Ben, il y a différents prix, mais ça commence à 45 Bon, ils ont des deals aussi avec des t-shirts de faire la même, mais tu sais, t'as 12 poutines, là. Ouais, quand même. Puis c'est ça. Puis là, vous allez me dire, ben pourquoi est-ce qu'il va pas chercher 2, puis 3, puis 4, puis 5 000 personnes s'il fait ça en 2 heures? Ben le problème, c'est un peu de trouver là, des restaurants qui vont être capables là, de faire 3, 4, 5 000 poutines. Là. Bon, là, ils sont pas mal à pleine capacité, puis il y a quand même 12 restaurants là qui acceptent là, de participer à ce concours-là. Il y en a là-dedans que c'est pas leur... Ils en font pas, là, généralement, là. C'est juste pour l'événement qu'ils en font. Ben, il y en a qui en font pareil. Mais tous ces restaurants, non, il y a Hot Mess, qui a un food truck de poutine. Mais tous les autres restaurants, ils sont toujours du staff d'extra cette journée-là qui vont parce que le restaurant, ils sont encore ouverts, là, même si eux autres sont en train de faire un festival. Puis ils ont pas de staff, là, pour aller faire ces affaires-là, à part pour le Poutine Fest. C'est là la complication pour eux autres. Fait que quand t'es capable d'avoir ça, là, c'est quand même bien. Si t'es capable d'avoir plus de venues, plus de restaurants qui participent, ils seraient capables de vendre probablement le double des billets sans problème. Probablement en autant de temps. Ouais. Donc, je pense que s'il y a de l'expansion à faire, ça serait plus dans le nombre d'événements qu'il y aurait à offrir à divers endroits. Mais là, c'est ça qu'il dit aussi, c'est que là, il y avait la première fois cette année le Maine Poutine Fest. Puis ils regardent pour étendre encore parce que ben, ça marche. Puis c'est une bonne façon de promouvoir. Les autres utilisent la poutine que les gens connaissent comme façon d'approcher pour avoir un événement un peu plus culturel. On a entendu, il y avait du Julie Mars, il y avait de la musique en français. Il y avait pas juste du Julie Mars, il y avait de la meilleure musique. Mais il y avait beaucoup de musique en français. Puis, comme on a dit, là, il y a des kiosques, là, pour différents trucs, pour, tu sais, promouvoir, il y avait le consulat du Québec, c'est pas le consulat, celle qu'on parlait tantôt, il y avait l'association franco-américaine, tu sais, il y a des blogs, ces gens-là sont là, ils profitent de l'événement pour se faire voir, puis les gens, ils arrivent, ils voient ça, c'est intéressant. Mais quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que Tim il a dit, c'est qu'il utilise ça pour démontrer que, tu sais, la poutine, c'est québécois, puis il promouvoit le fleur de lys, pas la feuille d'érable. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir sur l'entrevue de Jesse. On a oublié d'en parler tantôt, mais bon, nous autres, un moment donné, quand j'ai vu Luc Trépanier, je me suis dit, bon, on n'est pas les seuls du Québec, là, il y en a d'autres, là, mais je suis probablement celui qui arrive du plus loin. Mais non, hein, parce que on parlait d'expansion. Bon, il y a aussi le fait qu'il y en avait un mois avant. Celui de New Hampshire, de Manchester, c'est l'original. Mais depuis cette année, il y en a un à Portland, au Maine, qui avait lieu un mois avant. Puis Jesse nous disait qu'il y a un groupe de dames là qui ont été à toutes les éditions du Poutine Fest. Puis d'ailleurs, il y en a une là-dedans qui est partie de Los Angeles. Ah oui, elle se tape le voyage de LA jusqu'au Maine. Ensuite, en septembre, ensuite elle revient en Californie. Puis ensuite, elle revient au New Hampshire un mois après parce qu'elle veut encore manger de la poutine pour aller à celui du New Hampshire.
Faut que ça te tente. Faut que ça te tente, puis faut que ça soit un événement là qui est intéressant pour que tu prennes la peine de faire tout ce voyage-là. Puis on approche de la conclusion, là, c'était super intéressant. Peut-être une petite parenthèse aussi qu'on a oublié de mentionner, qu'on n'a pas mentionné, mais on disait qu'on était sur un site de brasserie Budweiser. Ouais. Et pour la première fois, hein, on disait en intro qu'on aimait bien encourager le local. Ben, qui aurait cru que boire une Budweiser locale, ça nous serait arrivé une fois dans notre vie. Ouais, c'est spécial. Je regarde, quand je me souviens, on arrive là, elle dit, OK, qu'est-ce que vous voulez? C'était quelque chose de local? Ben, Budweiser. Effectivement. Ben oui. Ça, c'est marqué Budweiser sur le building à côté, là. Ouais. Donc, parlant de local, ben là, nous, l'événement se termine, là, se termine vers 4 heures, le temps le temps de fermer, 5-6 heures. C'est 5-6 heures, donc on s'en va, on se fait inviter, là, avec quelques amis à aller souper au restaurant à Manchester, hein, parce qu'on disait on n'était pas dans Manchester comme tel. On est allé souper au restaurant. Puis par la suite, Jesse, là, il nous a amenés là, dans un pub irlandais là, qui était dans un quartier ouvrier, là, où est-ce que les tisserands là, de l'époque, là, ceux qui travaillaient dans le textile, les Canadiens français, logeaient et travaillaient aussi. Là, on peut voir, hein, c'est quand même assez impressionnant le building là qui fait probablement quasiment 1 kilomètre de long, là. Puis là-dedans, ton arrière-grand-père il est resté, genre? Où est-ce qu'il a travaillé et aussi les quartiers, là, où est-ce que en périphérie, évidemment, là, de ces industries-là, qui sont rendus aujourd'hui, des fois encore un peu des industries, des fois des bureaux, des fois c'est devenu des condos, là, un peu comme partout ailleurs, là. Mais c'est ça. Fait ça nous a permis là de voir c'était quoi là, ce quartier-là, canadien-français, ce petit Canada-là de l'époque. Ouais, moi j'ai quand même été à plusieurs places, là, puis tout le monde a déjà été dans un Chinatown, une petite Italie, là, mais moi, c'est la première fois que j'allais dans un petit Canada. C'était spécial. Mais quelque chose qui m'a marqué, là, presque tous les gens qu'on a passé en entrevue, quand ils parlaient en français ou en anglais, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que ils parlaient pas de leur grand-père puis de leur grand-mère, ils parlaient de leur mère puis de leur pépère. Ouais. Comme qu'on voit des vieilles séries où ce que t'as mère qui reste à la maison avec les autres, là. Moi, j'aurais jamais appelé ma grand-mère mère, là. Mère, c'est comme péjoratif pour nous autres, genre la vieille sénile qui reste à la maison. Mais pour eux autres, c'est un terme qui date, de quelques générations, qui garde encore. Puis j'ai trouvé ça particulier parce que ils l'ont tout dit, là. Mm-hmm. Oh, ouais, puis même, je pense que c'est la première fois qu'on avait rencontré Tim en entrevue, il disait ça, hein, il dit, des fois, tu parles à quelqu'un, puis à un moment donné, il glisse « my mémé » ou « my pépé ». Là, tu vois, attends un peu, là. Parle-moi de tes grands-parents, toi, puis effectivement, à un moment donné, t'as un Canadien français en quelque part, là, dans l'arbre généalogique. Ceci étant dit... Moi, s'il avait fallu qu'on apprenne aux nouveaux enfants à dire « mes mères » pour ma mère, là, elle m'aurait trippé. C'était un peu la même chose. Bon, ça l'a changé dans notre cas. Mais ce fut un temps hein, que on avait toute une mère, un pépère dans la famille, là, souvent le plus âgé qui était rendu trop vieux pour s'occuper de sa propre maison, donc il allait habiter chez un des enfants, puis là, tous les enfants l'appelaient mère ou pépère, c'est selon. Fait que c'est ça. C'était notre séjour au Poutine Fest de Manchester. Donc, suite à notre sortie là dans ce petit pub irlandais, on est allé se coucher pour repartir le lendemain frais et dispo. C'est quand même juste revenir à Montréal, ça fait plusieurs heures, là, mais moi c'est quand on a repassé les douanes, quand on arrive aux douanes canadiennes, là on conduit, là on arrête, on se pose des questions, tu sais, d'où est-ce que vous venez? On était au New Hampshire Poutine Fest. Puis le gars qui fait comme « Ah, ça existe, ça? » Il dit « Ça fait changement de Salem. » Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont voir les sorcières de Salem. Nous autres, on est allés manger de la poutine. Ouais. Alors, on espère que vous avez aimé ce reportage là qu'on vous a fait sur le Poutine Fest.
Ouais, puis si vous avez aimé ça, gênez-vous pas pour nous le dire en commentaire ou nous rejoindre pour nous en parler. Tu sais, si vous avez d'autres suggestions d'événements dans le genre de ça qui seraient intéressants pour la chaîne, faites-nous le savoir. C'est quelque chose qu'on pourrait refaire. Je pense que c'était... Moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Ou sinon, hein, si vous êtes un organisateur d'événements de la sorte et vous voulez nous inviter, ben n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour les auditeurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant la vidéo ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée, à toi, Yann. Merci beaucoup. Merci à tous d'être à l'écoute. Merci Eric. Bonne journée.